Bonjour tout le monde, mon nom est Pascal Jeté. Ça me fait plaisir de vous accueillir à cette web conférence qui est présentée dans le cadre de la Semaine québécoise du camping. Euh, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici? En fait, je suis le papa dans l'aventure Une famille mais l'aventure que vous pouvez suivre sur Internet, mais également via les différents réseaux sociaux et également via le magazine Camping Caravaning de la FQCC. Je suis ici pour vous parler de notre aventure, qui est une aventure un peu particulière. Nous, on a décidé de tout vendre ce qu'on possède, donc la maison, les autos, les meubles, etc. Et on a décidé de quitter à l'aventure pendant 3 ans, faire le tour du Canada, États-Unis et Mexique. Et dans cette web conférence, mais ce que je vais vous présenter un petit peu, c'est notre histoire. Pourquoi on a décidé de faire ça? Qu'est-ce qu'on a décidé de changer aussi sur notre tête, hein, l'aspect psychologique de dire on vend tout et on devient nomade. Qu'est-ce que ça a impliqué dans nos vies? Et également des aspects un peu plus logistiques, probablement ce qui vous a attiré ici. Comment on fait ça? Les assurances, comment ça fonctionne? Ben, je vais tenter de couvrir tout ça avec vous ce midi. Euh, D'abord, peut-être une petite mise en contexte. On revient en mai 1989. J'avais 6 ans. Et je venais ce matin-là d'avoir un appel que j'espérais depuis toujours, l'appel de mon père. Mon père m'a téléphoné, il m'a dit Salut mon petit homme, c'est papa, je m'en viens te voir. J'avais jamais vu mon père, je le connaissais pas, il s'était poussé, comme on dit, à ma naissance. Et là, enfin, il m'appelait pour venir me voir. Donc, j'étais très, très excité. Je pense que c'était la première fois de ma vie que ma mère avait pas besoin de me dire Pascal, habille-toi, dépêche-toi, mets tes bottes, ton manteau, ta tuque, etc. J'étais déjà tout prêt et j'étais assis sur les marches du 908 boulevard Manceau à Joliette. Je m'en souviens, c'est une vieille maison avec un portique peinturé en gris. Puis j'étais assis sur la première marche. Je l'attendais. J'avais tellement hâte qu'il arrive. Et 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, pas de trace de papa. Ma mère est venue me voir vers midi, midi et demi, pour me dire, tu sais, mon petit homme, je pense que ton père, il viendra pas. Et je l'ai regardé comme un enfant de 6 ans peut regarder sa maman, puis il dit, ben non, maman, papa, il m'a dit qu'il s'en venait, c'est sûr qu'il s'en vient. Bref, vers 2h30 d'après-midi, il commençait à faire chaud sur la galerie, il commençait à faire chaud au soleil. J'ai abandonné. C'était la première de 3 fois que mon père allait faire ce coup-là. Et j'étais probablement trop petit pour le comprendre, mais ça a semé en moi une graine qui s'est dit que lorsque j'aurai des enfants, moi, je voulais être un père présent pour eux. Je ne voulais pas les abandonner comme le mien le fait. Et plus tard, ben, en grandissant, j'ai tombé sur une citation qui m'a fait énormément réagir, qui est une citation de Denis Lord, qui est en fait un père n'est pas celui qui donne la vie, c'est celui qui donne l'amour. Et donner la vie, ben, c'est facile, hein, c'est mécanique. Donner de l'amour, ça implique de donner du temps, ça implique de donner de l'attention, ça implique de s'occuper de quelqu'un. Et ben, j'avais décidé, moi, d'être un père comme ça pour mon garçon. Par contre, à la naissance de mon fils en novembre 2011, j'étais présent, j'étais là pour lui, bien sûr, mais j'étais pas, j'étais dans une prison. J'étais dans une prison physique, une prison de 498 livres. Vous pouvez le voir à l'écran. Euh, J'étais obèse morbide. Je pouvais absolument rien faire. Bouger était quelque chose de difficile. Il s'agissait de monter quelques marches. J'étais essoufflé. Je pouvais pas me mettre à genoux avec lui pour jouer au Lego. Je pouvais rien faire avec lui. Donc j'étais là, j'étais présent dans sa vie, mais au final, j'étais un peu comme mon père qui avait été absent. Je pouvais rien faire avec lui. Je pouvais pas profiter des moments avec lui. Et j'ai décidé le 2 avril 2015 de me faire opérer. Donc, après quelques années sur une liste d'attente, j'ai subi une chirurgie bariatrique qui a réduit considérablement la grosseur de mon estomac puis qui m'a permis de perdre du poids. En fait, qui m'a permis de perdre 273 livres. Donc, aujourd'hui, je pèse entre 220 et 225 sur la balance. Et ben, je me suis senti totalement revivre. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu le goût de partir comme ça à l'aventure. On dirait que je suis sorti de prison, on dirait que j'ai eu un regain de liberté. Et ben, ça m'a amené à vouloir faire toutes les choses que j'avais pas pu faire avant, que ce soit de l'arbre en rame. On est allé en janvier dernier avec mon fils dans un centre d'achat aux États-Unis. C'est Syracuse à New York. Ça s'appelle Destiny USA. C'est un centre d'achat comme tous les autres centres d'achat. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il y a un parcours de arbre en arbre intérieur. On est allé faire ça pour la première fois. J'ai tripé ma vie. C'était superbe comme expérience. J'ai pu aussi encourager mon petit homme qui avait des fois peur, puis c'est normal, c'est vraiment haut. Fait qu'on on a fait ça ensemble. J'ai pu vivre ça avec lui. On est allé faire aussi de l'escalade.
Vous pouvez le voir à l'écran. Euh, de l'escalade, quelque chose que j'aurais jamais pensé être en mesure de faire. Imaginez 498 livres, monter un mur d'escalade, c'est impensable. Juste d'essayer de le monter, recoqueviller comme ça, c'est juste pas possible. De se lever avec ses bras, c'est pas possible. Ben, j'ai pu le faire avec lui, donc c'est une belle expérience que j'ai vécue avec lui. Et je me suis promis de vivre plein d'autres belles expériences comme ça avec mon fils au courant de notre aventure. Si c'était juste de mon histoire, ben ça serait déjà bien, mais il y a une partie de l'histoire qui est hyper importante et moi qui vient me toucher énormément, c'est l'histoire de ma conjointe Isabelle. Isabelle, qui est une femme extraordinaire, avec laquelle je partage ma vie depuis 13 ans maintenant. On a vécu plein de moments significatifs dans nos vies et sans doute le plus grand moment dans nos vies, ben, ça a été la naissance de notre garçon. Euh, Moment qui devait être le plus beau moment de notre vie. On s'entend, c'est la naissance de notre fils et ça l'a complètement viré au cauchemar. Sans rentrer trop dans les détails, Isabelle a fait une très grande hémorragie suite à une césarienne d'urgence. On entend beaucoup d'histoires d'horreur de femmes enceintes qui ont accouché puis que ça a mal tourné. Et mon but, c'est pas de dire que c'était pire pour Isabelle, mais dans le cas présent, on est vraiment passé à deux cheveux de la mort. Les médecins l'ont confirmé. Elle a dû être transférée d'urgence de Saint-Eustache, qui était l'hôpital où est-ce qu'on a donné naissance à Zacharie, à un hôpital spécialisé à Montréal, qui est l'hôpital Saint-Luc, qui est spécialisé avec tout le système reproducteur féminin, là, pour qu'il puisse la prendre en charge et la rescaper finalement. Bref, ça a été je dirais un 72 heures totalement horrible. D'autant plus que moi, ben, j'avais aucune nouvelle d'Isabelle. J'ai été avec mon fils à Saint-Eustache, à l'hôpital. Imaginez la face de la madame dans le lit à côté qui se réveille le matin et qui voit un homme dans le lit. Elle se demande si c'est rendu possible qu'un homme accouche de l'enfant. Mais j'étais là, je faisais le rôle de maman finalement avec mon petit garçon. Puis on n'avait aucune nouvelle. Donc la première fois que j'ai donné son bain, son premier fameux caca que tout le monde parle, là, puis qu'on a bien peur, ben, c'est tout moi qui ai vécu ça. Isabelle n'a pas pu le vivre. Puis Isabelle, son rêve dans la vie, c'était d'avoir une grande famille. Elle voulait avoir plein d'enfants, s'imaginer avec 6 enfants. Bon, c'était son rêve à elle, c'était pas le mien. Mais cette expérience-là a fait comprendre que la vie était fragile, puis qu'il fallait faire attention à ce qu'on faisait. Le problème, c'est que Isabelle est retombée enceinte et elle a fait une fausse couche et l'hémorragie s'est reproduite également. Il y a eu des complications. Et là, les médecins ont dit, écoutez, Madame Drapeau, moi, si on est à vous, là, les bébés, on oublierait ça parce que faudrait pas qu'il arrive quelque chose de grave. Et c'est là qu'elle a compris finalement que son rêve n'allait pas se réaliser d'avoir plusieurs enfants. Euh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un rêve puis que ce rêve-là tombe à l'eau ou que quelqu'un vous dise que ce sera pas possible. Euh, bon, quand c'est le rêve d'avoir un nouveau bateau, une nouvelle maison, on est capable de passer outre assez rapidement avec un petit peu de résilience. Dans le cas d'Isabelle, d'avoir plusieurs enfants, d'avoir une famille, c'était très très important pour elle et ça l'a beaucoup affecté. On a eu une année vraiment très intense où ça n'a pas été facile. Et on se souvient, c'est quoi? C'est le 2 avril. Le 2 avril 2015, on est en train de souper avec des amis. Bonne petite bouteille de vin, du fromage. Vous savez, le genre de petit souper à l'improviste qui n'était pas prévu. Finalement, on s'en va à l'épicerie acheter deux, trois trucs, on s'installe sur le bord de la table, puis on mange. Puis on commence à réinventer le monde, on commence à réinventer notre vie, puis qu'est-ce que ça pourrait être, et etc. Et Isabelle, cette soirée-là, m'a regardé, m'a donné un petit coup de coude, puis elle m'a dit, You know what? Pourquoi pas? On le fait. Et c'est là que l'aventure a commencé. C'est là qu'on s'est mis dans le processus de changer notre vie de A à Z, de passer de sédentaire à nomade. Bon, pourquoi le VR? Parce qu'on s'entend que ça pourrait être en sac à dos. Il y a beaucoup de jeunes qui font ça en ce moment. Ça pourrait être de déménager dans un autre pays. Ça pourrait être de faire plein de trucs. Pourquoi décider de partir en VR? Moi, personnellement, vous le voyez, c'est un de mes idoles, Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent, c'est un fou. Jean-Marc Parent, c'est un gars qui fait rentrer des avions dans un studio de télévision. Et un jour, j'avais à l'époque peut-être milieu des années 90, fait que j'avais 10-12 ans, il a fait,
Puis Jean-Marc, vous le savez, hein, c'est un tripeux de VR, il aime beaucoup tout ce qui touche aux véhicules récréatifs. Et il a fait rentrer un VR dans son studio de télévision. Nous autres, on était là à flasher nos lumières, puis on tripait, puis on capotait. Ben, moi, c'était la première fois que je voyais un VR en vrai. J'avais jamais vu ça avant. Je venais de la campagne, c'était pas quelque chose qui était très répandu. Petit patelin du nord du Québec. Fait que c'était la première fois que je voyais ça de ma vie. Et là, j'ai comme fait Oh my God, c'est écœurant! Ça, c'est une maison sur roue. Il y a des toilettes, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. On peut vivre là-dedans. On peut. Puis là, si on n'aime pas nos voisins, on peut s'en aller. Si on n'aime pas notre patelin, parce que j'aimais pas du tout où est-ce que je vivais, on peut conduire, puis on peut s'en aller, puis on peut voir le monde finalement avec notre maison sur le dos. On devient des petits escargots finalement ou des limaces. Là. Fait que moi, j'ai tombé en amour avec ça. Puis depuis toujours, je m'en souviens encore, là, on était au secondaire, j'avais peut-être 16 ans. Tu sais, les gars à 16 ans, qu'est-ce que ça fait? Ça parle de filles, ça parle de chars, ça parle de plein de trucs, de sport. Puis moi, j'étais là à leur parler de VR. J'étais un petit peu le geek de la gang. Mais en même temps, les amis trouvaient ça drôle. Puis aujourd'hui, ben, ils sont un petit peu on peut tomber à la renverse quand ils ont appris qu'on le faisait finalement, parce que finalement, jeté, il le fait. T'sais. Donc, c'est là que la passion du VR est venue. Ceci dit, que ce soit VR, que ce soit sac à dos, que ce soit de partir à long terme, euh, il y a beaucoup de gens qui vont vous parler, qui vont vous faire des conférences. Puis on n'a rien inventé, là, on ne réinvente pas la roue, on n'est pas les premiers à partir comme ça à l'aventure. Ce que j'ai remarqué, par contre, parce que je suis allé chercher énormément d'informations sur OK, comment ça marche les assurances, des choses que je vais vous parler tantôt, mais il y a un aspect qui est oublié, selon moi, qui est très peu parlé, et c'est tout l'aspect qui touche la tête, qui touche le cerveau, l'aspect psychologique, de dire on passe de sédentaire à nomade, on passe de, si on veut, société de consommation à un peu plus une société ou un mode d'économie d'expérience. Et ben, un élément qui est important de mettre en place, selon moi, ou qui est important de vous initier, de commencer à lire et de vous intéresser à ça, c'est le minimalisme. Soyons honnêtes, on est dans des maisons de 1500, 1800, 2000 pieds carrés et on tombe dans un VR, que ce soit une fifth wheel ou un VR ou un classe C, même encore pire, un classe C, classe B, c'est vraiment minuscule, très pratique mais minuscule. On tombe dans beaucoup plus petit, donc beaucoup moins d'espace pour entreposer toutes nos cogosses qu'on accumule pendant des années. Donc, comment réduire, comment changer notre programmation dans le cerveau pour dire, ben, il faudrait peut-être que j'apprenne à accepter et à être à l'aise à vivre avec moins, tout en gardant notre confort, parce que on est des petites poules de luxe, si on veut. Gentiment, on s'appelle comme ça, on n'a pas de problème. Oui, notre confort est important, mais est-ce qu'on a besoin d'autant pour être heureux et confortable? Ben, c'est une question, entre autres, que Marie Kondo m'a amené à me poser. Marie Kondo, qui est une spécialiste du rangement japonais. Oui, mesdames et messieurs, il y a des gens. Il y a une madame au Japon qui est spécialiste du rangement. Elle est payée et elle gagne très bien sa vie pour aider des madames, des messieurs à faire du rangement dans leur maison. Mais elle est surtout experte de notre relation qu'on porte aux objets et comment les objets ont une influence sur nos vies. Et dans son livre qui est Le pouvoir étonnant du rangement, je vous invite à le lire d'ailleurs, c'est un excellent bouquin, elle dit que le problème, c'est qu'on a trop de choses par rapport à nos réels besoins. Et là, je vous mets au défi de regarder dans votre garage, de regarder dans votre maison, de regarder dans votre sous-sol, en dessous des escaliers. C'est sûr qu'il y a plein de trucs que vous n'avez pas touchés il y a des années. Vous avez ça, vous avez accumulé ça. Peut-être c'est des choses que vous avez irritées. On a vidé la maison de grand-maman qui est morte ou whatever. Puis là, on a ramassé ça chez nous, puis on a gardé ça. Puis finalement, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est une émotion. On a une émotion qui est en lien avec l'objet. C'est le vase de grand-maman. Ouais, mais le vase de grand-maman, le grand-maman n'est pas dans le vase. Okay? Même si on s'en débarrasse du vase, le souvenir qu'on a de grand-maman, il va rester là quand même. Donc, c'est ce qu'elle nous partage finalement dans son livre. Et ça vient un peu replacer tout en contexte comment on a tendance à consommer. Puis notre relation qu'on a avec les objets. Dans notre cas, c'est exactement ce qu'on a fait. Tu sais, petite parenthèse, vous me connaissez pas, moi, mes amis vous diront que je suis quelqu'un de très cartésien. Si vous me parlez de l'âme, de l'aura, de l'au-delà, etc., c'est un petit peu le club des sceptiques du Québec. C'est correct, je respecte amplement les gens qui peuvent croire à ça, moi j'ai pas de problème, mais j'ai besoin de concret. Moi, généralement, dans ma vie, j'ai besoin que ce soit scientifiquement démontré, prouvé, c'est tangible, c'est touché, donc c'est vrai. Ce qui est un petit peu plus
moi j'appelle ça space, j'ai tendance à avoir de la difficulté à y croire. Mais dans un processus de changement, des fois, il faut être capable de s'ouvrir un petit peu. Hein? Ça, on a beaucoup de difficultés à faire ça dans nos vies parce que ça implique qu'il faut qu'on se remette en question. Mais c'est essentiel de le faire quand on décide de changer de vie. C'est de s'ouvrir un petit peu les yeux et se dire, ben, il y a peut-être d'autres choses qui existent que ce que je crois. Il y a peut-être d'autres vérités qui sont pas les miennes en ce moment, qui sont peut-être aussi tout à fait valables et vraies. Et où est-ce que je peux aller tirer mon plus et mon moins de ça? Et Marie Kondo dit dans son livre, ben, prenez un objet dans vos mains, regardez-le, et là, demandez-vous, est-ce que cet objet-là me fait vivre une émotion? Si oui, tu le gardes pour l'étape numéro 2. Sinon, tu donnes, tu jettes, tu débarrasses, tout dépendant de si c'est recyclable, si on peut donner, etc. Fait qu'imaginez-moi à Bobette, dans mon sous-sol, en banlieue de Montréal, avec mes objets, gars qui, j'ai-tu une émotion avec ma manette, là? Non, pas d'émotion. Mais c'est justement, il y a à peu près rien qui m'a donné de l'émotion dans mes objets. Tout ça pour dire qu'on les a achetés parce qu'on pensait en avoir besoin. On pensait que ça allait peut-être nous rendre plus heureux, hein, sûrement. On achète des fois aussi parce que, oh, hey, je travaille fort, je le mérite bien. Mais au final, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça nous sert vraiment? Donc, j'ai fait le processus. On s'est débarrassé de presque 50% des trucs qu'on avait. Entre autres, je vous le disais tantôt, mais tu sais, les fameuses boîtes en dessous de l'escalier là, qui sont là, qui sont entreposées depuis 1 an. Nous, on a décidé de les prendre, puis on a juste décidé de les jeter. Là, je sais, vous allez me dire, ben voyons, vous auriez pu donner ça à des gens plus démunis, vous auriez pu faire un tri, peut-être qu'il y avait des trucs à recycler. On est d'accord. Le problème avec ça, c'est que si tu rouvres la boîte, tu es dans la M. Complétez le mot, vous savez ce que je veux dire. Parce que là, tu vas tomber sur des affaires qui vont te rappeler des émotions, qui vont ramener des affaires, des souvenirs, et là, tu ne veux pas aller là, parce qu'après ça, c'est encore plus difficile de s'en débarrasser. La réalité, et le seul fait qui est vrai, c'est que si ça fait 1 an que c'est là, tu n'y as pas touché, ben c'est parce que tu n'en as pas besoin. Donc, nous, on s'est débarrassé de tout ça. Bref, la maison qui était presque vide. On fait des blagues avec ma femme, puis même avec mon petit garçon, Zachary, qui est en âge de comprendre, mais il y a de l'écho dans la maison. Donc, pour vous dire comme quoi on s'est débarrassé d'énormément de trucs. Étrangement, même si en ce moment la maison est toujours pas vendue, c'est notre plus, du moins au moment où est-ce qu'on est en train d'enregistrer la vidéo, la libération, le sentiment de liberté que ça nous procure de se débarrasser de superflu. Et là, attention, on a encore des divans, on a encore une TV, on est encore confortable, on peut s'installer le soir, se faire un film avec du popcorn. C'est pas une question de confort. Ce qu'on s'est débarrassé, c'est le superflu. Et là, ben, on a un confort incroyable. Donc, tout ça me fait réaliser qu'on a trop de trucs, on accumule trop pour ce qu'on a réellement besoin. C'est ce que Marie Kondo dit dans son livre. Il y a aussi un autre élément on est tous un petit peu coupables de ça. Il y en a à l'extrême, il y en a juste un petit peu, mais c'est aussi le syndrome du voisin gonflable. Puis le syndrome du voisin gonflable, on a beau essayer de se faire croire que c'est de l'ego, c'est de l'orgueil, c'est de vouloir, c'est de paraître, ou etc. Soyons honnêtes, la société en général nous amène à souffrir du syndrome du voisin gonflable. Pourquoi? Parce que vous remarquerez le succès des gens. Dans notre société, on l'identifie comment? On l'identifie par ce que les gens sont devenus. On l'identifie par la grosseur de leur maison. Ils ont-ils une voiture de l'année? Ils ont-ils une Mercedes ou une Lada? Bon, pour faire une blague facile, mais on identifie beaucoup le succès des gens par ce qu'ils sont, parce qu'ils possèdent. Quelqu'un qui est extrêmement libre dans sa vie, mais pas quelqu'un qui est nécessairement vu dans la société comme ayant du succès. Quelqu'un qui passe énormément de temps avec ses enfants, qui a fait le choix, peut-être une maman qui a fait le choix de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, ben, on a tendance un peu à juger ou à porter un regard un peu hautain sur ces gens-là pour dire, bof, on sait bien, elle est à la maison, on ne travaille pas, elle se fait vivre par son mari. C'est des rapprochements peut-être faciles, vous direz. Peut-être que ce que je vous dis, ça vous fait réagir. Si c'est le cas, ben, peut-être parce que si ça vous fait réagir, ben, il y a quelque chose que vous devez aller comprendre et chercher là, mais et si le succès d'une personne, c'était simplement qu'elle possède ou qu'elle vive la vie qu'elle veut vraiment vivre et de se foutre un petit peu de ce que les autres veulent pour elle. Tu sais, le fameux cliché de 2 adultes, 2 enfants, le petit chien Golden Retriever, la maison en banlieue, des 2 chars de l'année, puis on s'en va chercher notre café chez Starbucks. Ben, c'est peut-être juste des films, c'est peut-être juste la vie en général qui nous impose ça, puis c'est peut-être pas la vie que tout le monde souhaite. Si vous êtes très heureux et confortable et vous vous réalisez là-dedans, parfait. Il n'y a aucun mal à ça. Soyez-en parfaitement fiers.
Mais si vous n'êtes pas heureux là-dedans, vous avez l'impression de vivre une vie qu'on vous impose, ben peut-être aussi vous avez le droit de faire des changements. Et il y a beaucoup de gens, nous, dans notre processus, qui nous disent ah, c'est bien Pascal, hein, la business va pas bien, c'est pour ça que tu vends tes affaires. Pas du tout. Et ça, moi, ça a été ma crainte. Ma crainte numéro un, c'était que les gens perçoivent notre démarche comme étant un constat d'échec. Un constat que la business n'a pas fonctionné, un constat qu'on vit au-dessus de nos moyens, un constat qu'on n'est pas capable de payer nos trucs. Puis c'est pas du tout le cas. Tu sais, la réalité, en ce moment, notre maison n'est pas vendue. Oui, on veut vendre notre maison, mais on n'est pas dans un état de rush. On n'est pas pressé de vendre la maison parce qu'on n'est pas capable de la payer. C'est pas une question d'argent. C'est une question de dire, je réalise que j'ai accoté mon échelle sur le mur. J'ai monté les gestions du succès pour, en regardant l'autre côté, me dire ah, ben l'épée, t'as pas accoté ton échelle sur le bon mur. Bon, quand on constate ça, quand on vient à la réalité qu'on n'a juste pas été à la bonne place, on recule, puis on change de direction. Nous, c'est assez drastique, mais vous pouvez aussi le faire. Si vous écoutez cette conférence-là, mine de rien, c'est peut-être parce que de votre côté, il y a aussi une démarche que vous aimeriez faire, puis qu'il y a plein de raisons pour lesquelles vous ne le faites pas. De tomber minimaliste, d'accepter de vivre un petit peu d'accepter de vivre avec moins, de guérir de ce syndrome de voisin gonflable, c'est une chose, c'est deux choses. Il y a un autre élément aussi, c'est de passer d'un mode de possession à un mode d'expérimentation. Et ça, ben, quand on l'a compris, souvent on peut économiser des milliers de dollars puis comprendre que on n'a pas besoin d'autant pour vivre des trips agréables. Tu sais, vous n'avez pas besoin de posséder un avion pour faire un tour d'avion. On est d'accord là-dessus. Il n'y a personne ici qui est allé. Personne n'a acheté un avion à Las Vegas pour faire un tour d'avion ou d'hélicoptère à Las Vegas. Hein, on a acheté notre ticket, on est allé dans l'hélicoptère, on a fait le truc, on a trippé pendant une demi-heure, 20 minutes, on s'est dit que ça valait trop cher pour ce que c'était. Mais c'est pas grave, on l'a fait. Mais vous l'avez fait. Au final, vous avez expérimenté ce que vous vouliez. Si votre trip, c'est d'essayer une Ferrari, vous n'êtes pas obligé de vous acheter une Ferrari. Vous allez expérimenter la Ferrari. C'est la même chose avec plein de trucs. Tu sais, il y a des gens qui s'achètent des chalets. J'ai absolument rien contre les chalets. Hein. Mais ceci dit, ton chalet, là, il est tout le temps à la même place, il y a tout le temps le même lac, il y a tout le temps les mêmes arbres. Si tu es bien en amour avec ton coin, puis que tu tripes, puis que c'est bien, bien fun, c'est parfait. Vraiment, aucun jugement, c'est parfait. Mais la réalité, on peut louer aussi des chalets. On n'a pas besoin de s'en occuper, on n'a pas besoin de payer des assurances dessus, on n'a pas besoin de payer de l'électricité, de l'entretien. Peut-être se faire, vous savez quoi, à l'entretenir, puis à y faire attention. On peut juste dire, gars, you know what? Cette semaine, on se loue un chalet, une semaine, Tremblant. Ensuite, une semaine, on s'en va dans le fin fond d'un bois quelque part, nowhere, pas d'électricité. Mais là, vous pouvez expérimenter différentes choses plutôt que d'être prisonnier, de mon point de vue, à un seul élément. Donc, c'est un peu aussi la raison pour laquelle nous, on a décidé de changer. On avait, c'est pas par prétention que je vous dis ça, mais on avait une belle maison en banlieue, des champs de l'année, on gagnait bien notre vie, c'est correct. Puis on avait acheté la grande maison parce qu'on disait, ben, il y a une grande cour pour notre garçon. Il y a une piscine. On va pouvoir mettre une trampoline, des jeux pour les enfants, et on va avoir notre petite cour, notre petit espace à nous. Puis au final, quand on est chez nous, quand on est à la maison, on profite de rien de ça parce que, OK, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Ah, ben, on va aller marcher sur le bord du lac, on va aller faire un pique-nique là. On est tout le temps en train d'aller quelque part à gauche et à droite. À un moment donné, il faut faire un constat, il faut se réveiller puis se dire, ben, au final, c'est peut-être pas dans notre petit chez nous recroquevillé qu'on est heureux, qu'on est bien, c'est quand on part puis qu'on s'en va faire des choses à l'extérieur. Fait que tant qu'avoir une grosse maison, une grande cour, une grande piscine, puis une grande toute, puis pas en profiter, aussi bien réduire puis d'amener notre maison avec nous. Donc c'est venu confirmer notre désir de dire ben on va partir à l'aventure. Maintenant, on va parler un peu de logistique. L'aspect psychologique, c'est bien, c'est important. J'espère que j'ai pu vous allumer sur des éléments. J'espère peut-être aussi vous avoir fait réagir parce que de se faire confronter des fois, c'est important dans la vie. Si ça le fait, tant mieux. Maintenant, ben, on va entrer un petit peu dans du pratico-pratique, dans du réel, dans du concret. La logistique entourant tout le départ dans une aventure comme ça ou ce qu'on s'apprête à faire. Comprenez bien, je vous le dis, mise en garde ou avertissement.
Je suis pas. On va vous parler d'assurance aujourd'hui dans la conférence. Je suis pas un conseiller en assurance. J'ai pas de cours en assurance. Donc, ce que je vous dis, c'est sous toute réserve. C'est l'information que j'ai recueillie. C'est l'information qu'on m'a fournie. Les exemples de cas que je vais vous donner, c'est des exemples qui sont relatifs à nous, en fonction de notre santé à nous. Exemple. Donc, si vous êtes atteint du cœur, vous avez des problèmes de diabète, des problèmes cardiaques, ben peut-être que les réalités seront pas pareilles pour vous. Et aussi, il faut comprendre que ce que je vous dis, c'est que nous, on décide de partir 3 ans et pas revenir. Si vous faites du snowbird, puis c'est bien correct, vous allez 6 mois en Floride, 6 mois au Québec, ben tout ce que je vais vous dire là, les assurances que c'est compliqué, puis qu'il faut bien choisir parce que partir longtemps, ça ne s'appliquera pas nécessairement à vous. Mais c'est vraiment si vous dites de dire on veut s'en aller à long terme, on veut partir à l'aventure, on veut pas nécessairement revenir au Québec à tous les 6 mois, ben là c'est là que les informations que je vais vous donner ont une pertinence. Petit moment publicité de la conférence, si vous recherchez une magnifique maison en banlieue, ben je vous invite à contacter Julien ou Benjamin au, je vais lire, 450-964-0333. Elle est encore disponible en ce moment. C'est une belle maison, une grande cour, une piscine, un outdooring, un espace pour les enfants, une trampoline, le rêve. Appelez-les, ils vont se faire un plaisir de vous la vendre, ça va nous faire plaisir. Vous allez vivre dans la maison d'une famille Mille Aventures. Sans blague, mais oui, la maison est à vente, on ne l'a toujours pas vendue, c'est notre seul frein. Il y a des gens qui nous disent, ben, vous pourriez partir quand même. Nous, c'est de la liberté qu'on cherche là-dedans. Donc, on a décidé de dire, gars, on va régler le problème de la maison, puis quand la maison sera réglée, on partira. Au final, qu'on parte le 2 mai, comme c'était prévu, ou qu'on parte le 2 juillet, ou qu'on parte en octobre, ça va, dans notre vie, changer absolument rien. On va partir de toute façon. Laissons la vie être la vie. Ça va se vendre quand ça va se vendre. Ceci dit, si vous êtes intéressé, c'est disponible. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les assurances. Ben, les assurances, on va parler assurance santé, puis on va parler assurance pour le véhicule, donc le VR ou l'auto ou le camion, peu importe. Premièrement, comprenez que le système des assurances en général n'est pas du tout adapté à un projet comme on veut faire, donc de partir à long terme. Le système, tout particulièrement le système québécois, est adapté pour le snowbird, si on veut. 6 mois à l'extérieur, c'est correct. D'ailleurs, on va le voir un petit peu plus tard, le système est prévu pour fonctionner sur 6 mois. Si vous quittez des 6 mois puis vous revenez, vous n'avez pas de problème, les assurances, ils vont vous adorer. Comprenez aussi que qu'est-ce que je vous dis, les assureurs n'aiment pas nécessairement ça. Les assureurs, ils se voient un peu dans une bulle de perfection où tout est beau, tout est parfait, puis on offre un service incroyable. Et c'est vrai. Mais la réalité, là, quand on parle de consommateur à consommateur, de gens qui trippent VR à gens qui trippent VR, ben, des fois, les assurances, c'est compliqué. Des fois, c'est pas aussi facile qu'on le voudrait. Des fois, il y a des contraintes, il y a des oui, il y a des non. Et le but ici de la conférence, c'est pas de dire que les assureurs sont pas bons. C'est juste de se dire, ben, dans certaines situations, les assureurs ont une façon de penser qui est très in the box. Il faut les amener à sortir de la boîte un petit peu, puis à trouver des solutions. D'ailleurs, vous allez le voir, si on creuse, si on insiste un peu avec les assureurs, puis qu'on leur amène à leur exposer notre situation, qu'est-ce qu'on désire comme produit, c'est quoi notre parcours, etc., ben, ils vont trouver des solutions. Au final, un assureur, c'est avant tout une entreprise. Une entreprise, ben, elle va avoir des clients. Donc, elle va trouver des solutions, elle va trouver des compromis pour vous aider à vous assurer. Il y a certains assureurs qui vont embarquer là-dedans, il y a des assureurs qui n'embarqueront pas. C'est à vous à faire vos recherches et à trouver le bon assureur qui va correspondre à vos besoins et à votre situation. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est ne vous fiez tout simplement pas aux agents de première ligne. J'ai énormément de respect pour les agents qui sont en centre d'appel, qui répondent au téléphone. J'ai moi-même fait ça pendant quelques années. J'étais chez Bell Canada. C'est pas une job qui est facile, mais pour l'avoir moi-même expérimenté, on a un script. On a oui, non, 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 non. Désolé, monsieur, vous n'êtes pas assurable. Et ben, acceptez tout simplement pas le premier non. Insistez, demandez à parler à un superviseur, demandez à parler à quelqu'un de plus haut dans la hiérarchie. Mais bref, tentez de trouver des solutions, il y en existe. Parlant d'assurance, mais on va parler d'assurance VR maintenant. Ben, je vous le disais tantôt, le système est adapté pour des voyages de 6 mois. Et avec une surprime, donc une surprise, hein, eux appellent ça des surprimes, moi j'appelle ça des surprises, il y a moyen d'extendre ça à 12 mois, donc 1 an, assez facilement, de façon exceptionnelle. Donc ça, c'est comme, gars, on fait des 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, mais là, je rejette, là, cette année, on va se gâter, on va partir 1 an. Il y a moyen, souvent, avec votre assureur, de trouver une entente en payant un supplément.
Mais quand vous dépassez l'année, là, c'est là qu'il faut justement creuser puis trouver des solutions. Bon, c'est 6 mois, et c'est 6 mois au Québec en passant. Hein. Donc, si vous devez être 6 mois au Québec, 6 mois à l'extérieur du Québec. Et là, on ne parle pas du pays. Et là, l'idée, c'est pas de faire un débat Canada, Québec, fédéral, provincial, séparatiste, pas du tout. Mais moi, quand j'ai commencé à faire des recherches, j'étais un petit peu surpris de ça, d'apprendre que à la limite, je pensais que je pouvais me promener au Canada comme je voulais, là, qu'on soit québécois ou canadien, on habite au Canada. Je pensais que je pouvais me promener dans mon pays sans trop de problèmes. Et de toute évidence, du moins considérant le monde de l'assurance, ben, il y a une frontière. Il y a une frontière entre le Québec et l'Ontario, puis le Québec puis les Maritimes. Dès qu'on sort du Québec, on sort du système d'assurance régulier, et là, notre risque est plus élevé. Ce qu'on m'expliquait avec un fournisseur d'assurance, c'est que c'est un peu un choix de société qu'on a fait en voulant imposer chez nous ce qu'on est le no fault. Donc, quand on a un accident, on ne peut pas poursuivre au civil la personne impliquée, bon, etc. C'est la SAQ qui va compenser ou qui va donner de l'argent à la personne qui a été impliquée dans l'accident. Ce qui n'est pas le cas du tout aux États-Unis, pas le cas du tout au Canada anglais. Ce qui fait que lorsqu'on sort du Québec, mais notre risque est élevé parce que si on frappe une madame en Ontario, ben cette madame-là peut nous poursuivre pour plusieurs centaines, voire millions de dollars, et le risque n'est pas couvert à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a des limitations de temps. Est-ce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec ça? On ne changera pas du système. On peut essayer de le combattre, on peut essayer d'être contre, mais à une certaine limite, il faut accepter nos batailles. Donc, on ne peut pas changer ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de limitations au niveau du monde de l'assurance. En toute transparence, en toute honnêteté, on a même considéré à un certain moment donné à se dire, ben pourquoi qu'on ne deviendrait pas un résident de l'Ontario ou un résident de l'Alberta pour se soustraire de ces contraintes-là. Puis on s'est rapidement rendu compte en fait que c'est pas tout le temps plus vert chez le voisin non plus. Oui, on a plus de liberté sur un côté, mais de l'autre côté, ça devient plus compliqué. Donc bref, faut juste jongler avec les plus et les moins du système. Et tant qu'à faire ça, ben on va rester chez nous. Québec, c'est chez nous, fait qu'on a décidé de ne pas passer à l'action. C'est contradictoire aussi l'aspect de la frontière assurance, selon moi, parce que le VR, c'est fait pour voyager. Et là, ce qu'on dit, ben, tu as le droit de voyager avec ton VR pendant 6 mois. Bon, là, oui, il y en a certains qui vont me dire, ben, tu peux voyager autant que tu veux au Québec. Je suis d'accord, le Québec est beau, le Québec est grand, mais à un moment donné, on fait le tour du Québec aussi, puis il y a peut-être des gens qui ont de l'appel d'ailleurs. Il n'y a pas que le Québec, donc de dire, bon, je suis contraint d'une certaine durée à pouvoir aller à l'extérieur, moi, c'est le genre de truc que j'aime pas. J'aime pas beaucoup me faire imposer de contrôle, mais on vit avec. Cependant, comme je vous dis, si tu creuses un peu, tu vas chercher des informations, il y a des compromis qui peuvent être proposés. Les compromis ne sont pas toujours nécessairement logiques, mais c'est possible. Exemple, nous, il y a un assureur qui nous a dit, ben écoutez, vous partez pour 3 ans, c'est beau. Ce qu'on va vous demander, c'est de revenir 3 semaines par année au Québec. OK. À première vue, c'est acceptable et je vous dirais que ça risque d'être ça parce qu'on n'a pas été en mesure, nous, de recevoir des offres plus intéressantes que ça. Vous allez me dire, ben, plus intéressante que quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qui te donne la lune? C'est pas le cas. C'est juste que quand on le met un petit peu en contexte puis qu'on confronte l'idée, ce que je disais à mon assureur, c'est juste que, faut juste que tu réalises que, mettons que je suis en Californie, là, ben, il va falloir que je fasse 4-5 000 km venir au Québec, puis je vais refaire un autre 4-5 000 km m'en retourner où est-ce que j'étais dans l'espace d'un mois. Donc, je vais faire un 10 000 km de route pour répondre à ton exigence. C'est quoi le risque? Que je reste 3 semaines de plus en Californie ou que je fasse 10 000 km pour venir 3 semaines ici puis que je reparte. Parce qu'au final, moi, je t'ai dessus, je veux m'en retourner, je veux repartir. Fait que c'est ça, mais c'est un compromis. Et c'est un compromis qui n'est pas parfait, c'est un compromis qui est acceptable. Mais bref, on peut partir comme ça pendant une certaine période de temps. Creuser, aller chercher des réponses, défendez un petit peu le statu quo, challenger vos assureurs. Il va y avoir des solutions qui existent. On n'est pas les premiers qui font ça, on n'est pas les derniers qui vont le faire non plus. Au niveau des assurances santé maintenant, parce que ici au Québec, on est habitué, puis c'est correct. L'assurance, c'est un service qui est public, c'est un service qui nous est offert. Ben, offert. Souvent, il y a des gens qui me disent que le système de santé est gratuit. Le système de santé n'est pas gratuit. Je vous invite à regarder votre slip de paye, hein, impôt provincial. Vous allez voir que vous en payez, donc c'est pas gratuit, mais on n'a pas à débourser quand on l'utilise nécessairement. Ceci dit, quand vous sortez du Québec, quand vous sortez de la province, ben là, c'est pas la même réalité et vous devez être assuré. Et pour nous, c'est quelque chose d'important. Moi,
Bon, c'est correct. T'sais, à la limite, je peux vivre avec un certain risque. Ma femme aussi, mais notre petit garçon, s'il arrive quelque chose, on veut pas le mettre en danger. Donc, l'assurance santé, l'assurance voyage, c'était pour nous quelque chose de très rigoureux, puis on voulait vraiment trouver des solutions. Comme je vous ai dit tantôt, je suis pas spécialiste en assurance, je suis pas vendeur d'assurance, je suis pas courtier ou rien, j'ai pas de formation. Donc, ce que je vous dis, c'est de l'information qu'on nous a donnée. Mais pour faire simple, au niveau de vos assurances voyage, il y a des assurances voyage qui vont vous couvrir pendant une certaine période de temps. Assurez-vous simplement que votre assurance voyage vous permette de changer d'assureur pendant votre voyage. Je vous explique. Et là, je nomme une compagnie, c'est pas bon, c'est pas mauvais cette compagnie-là, c'est juste qu'elle n'offre pas le produit dont on a besoin, mais la Croix-Bleue. On a tendance, c'est une compagnie qui est très populaire ici au Québec, la Croix-Bleue, au niveau de l'assurance. Ben, dans notre cas, c'est pas un produit malheureusement qu'on peut opter parce que, un, il ne nous autorise pas à changer d'assureur pendant le voyage, et deux, il n'offre pas un produit qui s'appelle un produit pour expatrier. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi le produit expatrié, c'est en rapport avec la RAMQ, mais ils n'offrent pas ce produit-là. Donc, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est pas parce que c'est mauvais, c'est juste qu'ils n'offrent pas le produit. Ils ont décidé, eux, comme entreprise, de ne pas le faire. Donc là, on a dû trouver finalement des assureurs qui nous permettaient de le faire. Dans notre cas, on s'est tourné, ou du moins, on regarde beaucoup la stratégie au niveau Allianz. C'est ALLIANZ. Encore là, je ne vous vends pas cette compagnie-là. C'est une compagnie on a trouvé des compromis intéressants et acceptables qui nous permettent de réaliser, puis en étant couverts tout au long de l'aventure. Mais informez-vous tout simplement que vous pouvez changer d'assureur pendant le voyage, si votre voyage dure une certaine période de temps, et que vous pouvez avoir un produit qui s'appelle pour expatrier. Ça va vous permettre d'être couvert, même si vous n'êtes plus couvert par la RAMQ. Pourquoi? Ben justement, la RAMQ. Bon, la RAMQ, il faut comprendre que c'est un service qui vous est offert comme contribuable au Québec. Il y a des contraintes au niveau de ça. Premièrement, vous devez être un minimum de 183 jours par année au Québec pour être admissible. Là, il y a plein de petits détails. Là, si vous partez moins de 7 jours, vous revenez, ça compte pas, etc. Nous, dans le contexte où est-ce qu'on s'en va pour 3 ans, ben, faut penser qu'il faut être 183 jours par année au Québec pour être admissible à la RAMQ. Donc, nous, on a réussi à aller chercher 2 ans en étant couvert par la RAMQ. Comment? Ben, dans le monde idéal, où est-ce qu'on quitte le 2 mai pour l'aventure, ben, on va rester 2 mois au Québec. Donc, on reste jusqu'au 2 juillet au Québec. Et le 2 juillet, on va quitter la frontière de l'assurance, puis on va aller vers l'Ontario. Ben, le 2 juillet 2017 au 31 décembre 2017, on rentre dans notre 183 jours, on est correct. Ensuite, la RAMQ vous autorise. Le gouvernement est gentil, il vous dit tu as le droit d'avoir du fun une fois aux 7 ans. Et la RAMQ vous autorise à prendre une année d'exemption à tous les 7 ans. Donc, pour l'année 2018, ça sera notre année d'exemption pour nous. Donc, on peut être à l'extérieur du Québec pendant toute l'année et continuer à être couvert par la RAMQ. Ensuite de ça, du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2019, excusez-moi, ben là, ça va être notre 183 jours de 2019. On va pouvoir être couvert par la RAMQ. Et le 2 juillet 2019, on va tomber non admissible. Et là, c'est là qu'on va devoir passer sur un plan expatrié. Pour vous donner une idée, grosso modo, une assurance annuelle voyage, où est-ce qu'on est à l'extérieur du vraiment longtemps, mais toujours couvert par la RAMQ, l'assurance va nous coûter à peu près 2000 $ par année pour la famille. Donc, 2 adultes et un enfant de 5 ans. Lorsqu'on va tomber sur le plan expatrié, ben là, on parle plus de 5 000. Donc, c'est un petit peu plus que le double, finalement. Donc, 5 000 $ pour la 3e année d'assurance. Mais là, on est couvert par aucun régime gouvernemental. C'est, tout bonnement, c'est de dire que c'est une assurance privée. Bon, c'est un coût. Est-ce qu'on faut le considérer quand vous partez à l'aventure? Bien entendu. Bon, encore là, je vous ai parlé un petit peu tantôt de mes doléances au niveau de les assurances, puis pourquoi pas au Canada, puis le Québec, etc. J'ai un peu la même réflexion au niveau de la RAMQ. Il faut comprendre que nous, j'ai une entreprise, moi, qui me permet de travailler à distance. Donc, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, on parlait de monnaie, on parlait de cash tantôt, là. Beaucoup de gens qui me demandent comment tu vas faire. Je dis comment vous allez faire pour gagner votre vie. Il faut comprendre que moi, j'ai la chance d'avoir mon entreprise. Ça fait 10 ans que j'ai bâti mon entreprise. Je vais pouvoir continuer à travailler sur la route. Je travaille principalement sur le web. Je fais de la consultation en marketing. Donc, téléphone et web, je suis capable de travailler. Donc, ça va me permettre de continuer à générer mes revenus quand même en étant à distance.
faut comprendre que dans mon cas particulier, mon entreprise est basée au Québec, enregistrée au Québec, je paye mes impôts au Québec, mes revenus sont déclarés ici et tout. Donc, je continue à payer. Mais à cause que je ne suis pas au Québec physiquement, je suis plus admissible à ma RAMQ. Est-ce qu'on peut être d'accord? Est-ce qu'on peut être contre? On peut trouver ça injuste. Moi, je trouve ça extrêmement injuste parce que je continue à payer pour un service dont je n'ai plus le droit de bénéficier. Ceci dit, on commence à être habitué comme contribuable à être comme ça. Mais, comme je vous dis, il faut choisir nos batailles. Il faut accepter des contraintes. Et ça, c'en est une. Donc, nous, on le fait. Donc, à peu près 2 000 par année pour la première et la deuxième année, puis un 5 000 pour la troisième année. Et ça, c'est de l'assurance voyage pour couvrir les risques si on tombe malade ou qu'on a des accidents à l'étranger. Au-delà de l'aspect assurance, maintenant, il y a l'aspect aussi sécurité. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent la sécurité, etc., comment vous allez faire. Ben, nous, on a l'opportunité, on a la chance aussi d'avoir la FQCC comme partenaire avec nous, qui vont d'ailleurs vous relayer les vidéos, les reportages qu'on va vous faire, vont vous tenir au courant un petit peu de notre aventure. Mais au-delà de ça, c'est des avantages qu'on a droit, mais c'est des avantages aussi que vous avez droit. Si vous êtes membre de la FQCC, vous pouvez devenir membre de la FQCC, ben, ils vont vous donner plusieurs services. Et nous, c'est ce qui m'a amené à aller voir la FQCC au départ pour leur dire, ben, écoutez, voici notre projet, puis il me semble qu'on pourrait travailler ensemble pour faire ça, pour faire quelque chose de cool. Et un des services qui sont offerts, entre autres, c'est l'assistance routière. Donc, quand vous êtes membre, vous pouvez payer un supplément, avoir une assurance routière. Je vous invite à vérifier, souvent avec vos assurances aussi de VR, c'est inclus. Bref, assurez-vous, mais assurez-vous d'avoir une assurance routière. C'est non négociable. Si ça vous prend ça, s'il arrive quelque chose en plein milieu du désert, nowhere, en Utah, aux États-Unis, ou whatever, vous devez être en mesure d'obtenir du support. Tu sais, un VR, c'est pas comme une voiture, là. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué. C'est non négociable, c'est un incontournable. Un autre service qu'on a beaucoup aimé, nous, c'est Urgence Traduction. Et quand je préparais la conférence, je parlais à mes amis, puis ils me disaient, ben, pourquoi tu parles de ça? Tu parles anglais facilement, puis tout des fois, on a tendance à être un peu coq, là. On s'imagine meilleur que tout le monde. Oui, je parle anglais parfaitement, j'ai pas de problème à parler anglais, sauf que la réalité, vous venez d'avoir un accident, vous êtes dans le fossé, votre petit garçon a le bras cassé, votre femme saigne abondamment de la tête, vous êtes mal en point aussi, ben, ça se peut que l'anglais, vous le perdez sur le moment. Donc, sur le coup, c'est peut-être intéressant de dire, ben, il y a moyen d'avoir quelqu'un qui va traduire ce que je veux dire aux autorités ou à la personne ou whatever. Donc, c'est non négligeable. C'est un service moi j'appelle toujours ça, c'est back pocket. On l'a avec nous au cas où que ça arrive, mais c'est le jour où on a besoin que c'est intéressant. Donc ça, c'est un service qu'on a trouvé super intéressant et qu'on bénéficie avec la FQCC. Il y a aussi le accès réparation. Et là, les concessionnaires de VR ne vont pas aimer ce que je dis, mais il y a dans le monde du VR, puis c'est correct, c'est un choix d'affaires qu'ils ont fait. Moi, je travaille en marketing, donc je ne peux pas contester ça. Mais il y a un certain racket entre les concessionnaires. Il y a des réseaux de réparation. Je donne un exemple. C'est pas un mauvais réseau, c'est pas un bon réseau. C'est un exemple qui est très connu ici surtout. C'est RV Care. Donc, c'est un réseau de réparation. Il y a plusieurs concessionnaires de VR qui se mettent ensemble. Ils se disent, ben, si tu achètes dans un concessionnaire qui est membre RV Care, tu deviens membre RV Care. Et si tu es en Alberta et que tu as un problème, ben, il va y avoir un concessionnaire RV Care et on va pouvoir te passer en priorité pour réparer ton VR. Bon, ça c'est beau si vous êtes membre du réseau. Si vous n'êtes pas membre du réseau, il faut le devenir. Donc, soit payer ou peu importe. Des fois, même, il y a certains réseaux que c'est impossible. Il faut que vous ayez acheté dans le concessionnaire pour y avoir accès. Donc, bref, si vous vous retrouvez dans une région ou dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de concessionnaire de membre de votre réseau ou que c'est, ben, qu'est-ce que je fais? Puis souvent, ben là, vous allez arriver, puis, ben, on peut te réparer ça dans 2 semaines. Bon, êtes-vous prêt à attendre 2 semaines? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Le service accès réparation va simplement vous faciliter la vie, vous mettre en contact avec des gens, avec un concessionnaire ou avec un garagiste qui va être en mesure de prendre votre machine, peu importe la grosseur qu'elle a, et de la réparer dans des délais qui sont raisonnables. Ils ne vous garantissent pas nécessairement les travaux, c'est pas une garantie, ils sont pas en train de vous dire que ça, c'est le paradis sur Terre, mais ils vont vous permettre d'avoir un rendez-vous, de vous mettre en contact avec la bonne personne. Des fois, se faire ouvrir la porte, c'est plus facile. Et justement, de se faire ouvrir la porte par une association qui est reconnue, ben, ça peut aussi nous dire que peut-être la réparation puis le travail qui va être effectué, on va s'assurer que ça soit bien fait parce qu'on ne voudrait pas être mal perçu de l'autre côté.
Ceci dit, c'est un service qui est intéressant et encore là, c'est back pocket. C'est quand on a besoin qu'on apprécie de l'avoir. Et moi, dans mon cas, ben, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est l'école FQCC. Parce que je suis de la génération où est-ce que je peux vous faire un site internet, où je peux vous chatter ça, où je peux faire peu importe n'importe quoi sur un ordinateur en à peu près 5 minutes, je peux vous bâtir le monde. Mais quand il s'agit de réparer une planche de patio, ben, j'échappe ma drill dans la piscine. C'est pas manuel. Et il y a beaucoup de jeunes de ma génération que le travail manuel, ben, on l'a perdu. C'est normal. T'sais, nos grands-parents, nos pères sont des gens qui sont très très manuels, puis on apprend beaucoup d'eux. C'est un petit peu moins le cas pour moi. Et l'école de la FQCC, ben, ce que ça m'a dit, c'est que je vais aller me chercher des outils. Je vais aller me mettre en confiance, je vais me chercher des connaissances qui vont au moins me dire, ben, quand je vais faire face à une situation, je vais avoir des connaissances techniques, on est très connaissances, notre génération, qui vont me permettre de trouver une solution au problème. Puis ensuite de ça, ben, on a YouTube aujourd'hui qui nous permet de trouver comment réparer un truc. Donc on est outillé, mais d'avoir la base, c'est intéressant. Et nous, ben, avec l'école de la FQCC, entre autres, tout ce qui est électricité en VR, tout ce qui est comment entretenir son VR, quoi regarder, les joints, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est quoi qui a tendance à péter en premier, qu'est-ce qu'il faut regarder à tous les débuts de saison, à tous les mois, à toutes les semaines. J'entends telle affaire ou il y a telle situation qui se produit, qu'est-ce que ça peut être, m'aider à poser un diagnostic, ben ça c'est tous des éléments qu'on vous donne et qu'on vous outille pour vous permettre d'y parvenir. Donc c'est le fun, parce que justement, quand tu es au milieu de nulle part, à l'aventure, avec ta petite famille, tu as un problème, bon, au moins si tu es capable de trouver c'est quoi le problème, ben ça te donne des outils supplémentaires pour aller trouver une solution, puis peut-être réussir à régler le problème par toi-même. Un autre élément aussi, et ça, tout particulièrement mon père, mon grand-père, là, tu sais, nos vieux. Oh, bon, j'ai osé dire le mot, mais c'est en plein d'amour. Eux, non, cours de conduite, pas besoin de ça. Écoute, pas besoin. Moi, là, mon classe 5, là, je peux conduire toutes les VR que je veux, j'ai pas besoin d'un cours de conduite. Bon, peut-être mon oncle, peut-être papa, peut-être grand-papa, mais la réalité, c'est que conduire un VR puis conduire une petite Honda Civic, c'est deux mondes complètement différents. Donc, messieurs, mais ma génération aussi, on enlève le coq en nous, puis on se permet de dire, on va aller chercher des trucs. Parce que ça va être le jour où est-ce qu'il va falloir que je tourne à quelque part, que je ne sais pas comment faire, que, ah oui, c'est vrai, Gilles m'avait dit de faire tel truc ou de penser à regarder à tel endroit, puis ça va vous éviter peut-être de reculer quelque part que vous n'êtes pas supposé, scraper le VR, dommage, etc. C'est des connaissances, c'est une conduite qui est différente. Des fois, on a tendance à minimiser ça. Et c'est à le prendre en considération. Donc ça, c'est plein de services au niveau sécurité que la FQCC nous offre dans un membership avec eux, mais c'est disponible aussi pour vous si vous êtes membre. Maintenant, un autre élément qu'on doit se préparer au niveau de notre aventure, c'est l'achat du VR. Notre VR, en ce moment, il n'est pas acheté. Il n'est pas acheté pourquoi? Parce qu'on veut vraiment vendre la maison avant d'acheter le VR. Question d'argent aussi, hein, je veux dire, on ne veut pas avoir les deux poids financiers à payer. Surtout qu'on ne prévoit pas non plus partir à l'aventure pendant 2 mois avec notre VR pour le fun. On veut vraiment se préparer et quitter. Donc, on va l'acheter au moment venu. On hésite en ce moment. Quel type de VR? Bon, vous le voyez à l'écran, il y a des fifth wheel, il y a un classe A, il y a un classe C. Bon, le classe C, et là c'est mon opinion personnelle, elle ne reflète pas l'opinion de personne d'autre. Je trouve pas ça beau. Je trouve pas ça beau, je trouve ça laid. Bon, fait que là, c'est pas d'argument, on s'entend. Zéro argument. Tu sais, si vous me confrontez sur pourquoi tu prends pas un classe C, j'ai zéro argument à vous donner plus que moi, je trouve pas ça beau. Bon. Est-ce que c'est un bon argument? Non, on est d'accord avec ça. Mais ça m'amène donc à me porter plus sur la fifth wheel ou la caravane à solette, pour le terme francophone, ou le classe A. Bon, le classe A, c'est un petit peu le rêve de garçon, l'autobus, la grande vitre, le gros volant, puis etc. Bon, la fifth wheel aussi. En termes d'achat, si on regarde d'achat à neuf, ben, il n'y a pas des économies énormes à faire non plus, là. Vous pouvez avoir des VR à 120, 150 000 d'entrée moyenne gamme, et là on vous parle de neuf. Puis de la fifth wheel ou de la caravane à solette, ben facilement, vous pouvez aller justement à un 120 000 si on parle de 60 000 pour la fifth wheel, 60 000 pour, mine de rien, là, ça prend un Ford ou un Chevrolet, un gros pick-up, un gros moteur, 250 ou 2500, whatever.
Bref, un 60 000 pour le pick-up, un 60 000 pour la fifth wheel, ça nous amène à peu près dans les mêmes prix. Donc, c'est pas nécessairement une question d'argent. Là, on parle de neuf. Dans l'usager, il y a moyen de faire des deals intéressants. Donc, je base pas nécessairement mon choix où on n'est pas en train de se dire, ben, on va sauver de l'argent avec la fifth wheel, ou on va sauver de l'argent avec le VR. Il y a des gens souvent qui nous disent, ouais, mais pour le gaz. Bon, qu'on se promène avec notre VR, qu'on arrive à destination, qu'on se promène avec la petite voiture qu'on traîne en arrière du VR, ben ça revient pas mal au même. Le VR consomme beaucoup d'essence, la petite voiture en consomme presque pas. Ben à l'inverse, qu'on se promène toujours avec un gros pick-up, traîner la fifth wheel, puis rendu à destination, on se promène avec le gros pick-up qui consomme beaucoup d'essence tout le temps. Au final, là, ça revient pas mal du pareil au même. On s'enligne plus pour un classe A, simplement pour la qualité de vie peut-être que ça nous amène en étant sur la route. Tout simplement parce que quand on est sur la route, ben, tu sais, envie d'aller aux toilettes, là. Techniquement, on n'est pas supposé, mais on s'entend qu'on fait tout ça, là. On se lève, on va aux toilettes. Petit homme peut faire ça. Il a besoin d'un verre de jus, peut aller chercher un jus dans le frigidaire, peut s'installer confortablement, continuer à faire ses dessins sur la table à cuisine. Disons que ça rend la route un peu plus agréable, et c'est pour ça qu'on se penche là-dessus. Vous pourrez suivre notre choix. D'ailleurs, je vous invite à aller sur unefamillemilleaventure.com. C'est notre site web. Vous allez avoir les liens aussi pour nos différents réseaux sociaux si vous voulez nous suivre là-dedans. On va vous faire des vidéos, on va venir au courant de c'est quoi notre choix, qu'est-ce qu'on a acheté. On va vous faire visiter aussi. On veut donner un nom à notre VR. Bon, Isabelle veut l'appeler Normand. Parce que c'est un boss qu'elle a détesté dans sa vie. Moi, je suis pas convaincu de vouloir rentrer dans Normand à tous les soirs. Mais on trouvera quelque chose. Au pire, on fera un concours sur Facebook, puis on aura du fun là-dedans. Ensuite, ben là, entrons un petit peu dans le fun du sujet, l'aventure. Qu'est-ce qu'on va faire comme aventure? Où on va aller? Le plan est le suivant. Et la vie va nous amener à changer. T'sais, on était supposé quitter le 2 mai, d'avoir vendu à la maison. Bon, finalement, ça a été un petit peu plus long que prévu. Donc, il faut être capable de s'adapter. Et d'ailleurs, ça, on va le voir tantôt à la dynamique familiale, mais être capable de s'adapter, c'est essentiel. Ce qu'on prévoit, vous avez une carte à l'écran Canada, États-Unis, Mexique. C'est ce qu'on prévoit faire pour le moment. Est-ce qu'on ira en Australie un jour? Est-ce qu'on ira en Amérique du Sud? Peut-être, on ne sait pas. Pour le moment, on se concentre sur l'Amérique du Nord. On va rester un peu au Québec. Ensuite de ça, on va faire le Canada. Donc, on s'arrange pour être en décembre à Vancouver. Donc, on va traverser Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, on va essayer de rester là le plus longtemps possible qu'on est capable pour que les températures soient confortables. Il y a un microclimat à Vancouver, donc généralement, on est capable d'avoir du 8-9 degrés. En hiver, c'est un peu frisqué, mais c'est totalement vivable dans un VR. Lorsque la température ne nous permettra plus nécessairement d'être confortable, ben là, on va commencer à descendre et on va aller faire l'Ouest américain. On se donne 6 mois pour faire ça. Et ensuite, on va traverser la frontière au Mexique pour aller faire la Baja, donc la base Californie au Mexique, qui est une belle introduction à ce qu'on a lu et à ce qu'on s'est fait dire au niveau du Mexique, parce que c'est sécuritaire, les routes sont quand même de qualité. C'est le Mexique, mais on dirait qu'on est ailleurs en même temps. Donc, c'est un beau secteur, puis en même temps qui est un petit peu moins visité, un petit peu plus ignoré. Ça commence à être populaire. Donc, on va aller visiter ça, puis on se donne 6 mois pour aller relaxer, pour prendre des vacances. Là, je vous vois réagir, même si vous êtes derrière votre écran. Vous allez le voir tantôt, la vie de nomade, ça ne veut pas dire nécessairement une vie de vacances. Hein. Donc, cette période-là, en Basse-Californie, vous permet de décanter un petit peu, puis de se reposer. On a bien hâte. On va ensuite remonter et faire un autre 6 mois aux États-Unis. Et là, on va traverser en diagonale. Donc, tout le milieu des États-Unis. Là, prenez, mettons, Los Angeles jusqu'à Chicago. On va traverser ça en diagonale. Pour revenir ensuite au Québec, passer un petit peu de temps avec la famille, puis aussi visiter un petit peu le Québec, revoir des amis. Et ensuite, on va s'en aller dans les maritimes. On va aller ensuite dans l'est des États-Unis, la Floride, le sud des États-Unis. Et on repasse au Mexique faire le secteur du Yucatan. Et on remonte ensuite au Canada. Donc bref, on se donne 3 ans pour faire ça. Est-ce que ça va changer? J'en suis totalement convaincu. Il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu, puis c'est bien correct comme ça. Mais vous allez pouvoir suivre notre aventure. De toute façon, sur le site web, il y a une carte que vous allez pouvoir suivre pas à pas où est-ce qu'on est. Il y a une carte qui va vous dire où on est où en ce moment. Donc ça va vous permettre de savoir nos déplacements, puis c'est quoi notre trajet. Au-delà de l'aventure logistique, ben, il y a plein de petits éléments à penser, entre autres la dynamique familiale. Dynamique familiale, c'est un élément, surtout si vous partez en famille longtemps, dans un petit espace comme un VR, c'est important de comprendre que ça va changer énormément de choses. Anecdote,
mise en situation, je suis certain que ça vous est déjà arrivé. Tu sais, votre femme ou votre mari vous tape ses nerfs. Là. Il prend trop de place dans la maison. C'est comme, vous êtes dans 1200, 1500, 2000 pieds carrés. Imaginez dans un VR. Si monsieur, madame, vous n'êtes pas capable de vivre avec le fait que le linge à vaisselle, sa poignée du poêle, il est à gauche, ah ben le tabarnouche, il l'a mis à droite. Hey Gérard, comment ça se fait qu'il est à droite? Faut que ça aille à gauche. Vous allez passer un mauvais quart d'heure en VR pendant 3 ans. Je peux vous le garantir. Le lâcher prise, là, c'est un peu cliché. Moi-même, j'ai eu de la difficulté à embarquer là-dedans pendant longtemps. Lâcher prise un petit peu. Apprendre à vivre ensemble dans un espace restreint. Apprendre que notre bulle doit rapetisser. Apprendre que ça va être important aussi de vous accorder des moments de solitude. Parce que là, vous allez être 24 sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. Ça va être notre cas. La réalité aujourd'hui, dans nos vies sédentaires, maman est au travail, papa travaille à la maison, puis garçon, il est à la garderie. On se voit quand? On se voit le soir, on se voit les week-ends. Puis on réussit quand même, malgré ça, à se chicaner, à se taper ses nerfs, puis des fois avoir le goût de s'en aller. Donc là, on va être 24 sur 24 dans très petit. Il va falloir accepter de changer un petit peu notre confort puis notre bulle. On va établir une routine aussi, c'est hyper important, surtout si vous partez en famille. Souvenez-vous, là, vos dernières vacances dans un tout inclus dans le sud, là, petit homme, il avait 5 ans, il était avec vous au bar, il était 10 heures le soir, il buvait son pina colada virgin avec vous. Puis là, vous avez fait ça toute la semaine parce que, oh, voyons donc, on est en vacances, c'est pas grave. C'est vrai. Puis c'est bien correct, il faut en profiter. Tout le monde est en vacances, il a le droit de veiller tard. Mais quand on part comme ça, vivre à l'aventure, mais vivre comme nomade dans votre VR à temps plein, il faut quand même imposer à l'enfant une certaine structure. C'est essentiel. Sinon, il va perdre la carte. Puis vous aussi, vous allez perdre la carte. Souvent, on veut se sauver d'une routine. Une routine qui est à la limite mécanique et malsaine, c'est pas bon. Mais une certaine structure, c'est essentiel parce que sinon, l'être humain n'est pas capable de fonctionner. Et je vous l'ai dit, la vie de nomade, c'est pas une vie de vacances. Papa continue à travailler, maman, il faut qu'elle fasse l'éducation à domicile. On va en parler un petit peu tantôt. Donc, c'est de garder ça en perspective puis de se préparer à ça. Au niveau des campings, où est-ce qu'on va rester? Il y a beaucoup de questions qui nous viennent sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Grosso modo, nous, on prévoit faire 60% en camping et 40% en ce qu'on appelle du boondocking ou dans du camping sauvage. Et là, c'est pas nécessairement juste des cours de Walmart, là. On s'entend. Il y a deux services à l'écran que je vous ai mis, Boondocker Welcome et Harvest Host. Boondocker Welcome, c'est un petit peu un service couchsurfing où ce sont des gens qui ont des espaces dans leur résidence, dans leur maison, qui acceptent de recevoir des gens qui sont en VR pendant, ça peut être une nuit, ça peut être une semaine, il faut vous garder ça avec la personne qui vous offre le gîte, mais qui sont prêts à accueillir des gens qui sont sur la route, souvent gratuitement, et souvent même avec plusieurs services, l'eau, l'électricité, des fois les égouts, donc faut magasiner, c'est un catalogue finalement, et il y a énormément de gens, c'est très garni, et vous pouvez finalement aller vivre chez... J'aime pas cette expression-là, mais aller vivre chez le local, chez les habitants, puis de voir un peu c'est quoi la réalité. Ça vous permet de faire des belles rencontres aussi, puis éventuellement aussi des amis. On a lu beaucoup sur le truc. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'amitié qui se lie de ça. Donc, c'est intéressant. J'invite à aller. Puis, c'est pas quelque chose de très dispendieux. On parle d'une soixantaine de dollars par année pour être membre de ce réseau-là. Donc, c'est intéressant. Et il y a Harvest Host également, qui est dans le même principe. Mais là, c'est des vignobles, des fermes qui vous accueillent pour une nuit ou deux sur leur site. Et là, ben, vous pouvez profiter finalement d'un emplacement de stationnement. On ne peut pas appeler ça un camping, c'est un emplacement de stationnement pour une halte d'une nuit ou de vraiment c'est 1 ou 2 jours maximum. Eux, ça leur permet d'avoir des gens qui viennent. Naturellement, par respect, moi, je vous invite à aller à la boutique de l'endroit puis peut-être d'acheter une petite bouteille de vin. De toute façon, vous allez avoir la chance de partager la bouteille de vin avec la personne qui le fait, qui va se faire un plaisir de vous raconter son histoire. Donc, c'est un beau moment pour créer des liens. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a Harvest Host aux États-Unis, mais ici au Québec, on a Terroir en VR qui a été lancé, là, qui est un nouveau service qui est en pleine expansion, qui offre un peu le même principe. Vous pouvez aller voir. Donc, il y a moyen de pas nécessairement toujours aller dans du camping, payer du 35, 40, 50 dollars la nuit. Ceci dit, il y a le confort aussi du camping, de dire on se pose, on a tout à proximité, on a nos 3 services, puis là on peut relaxer un peu. Donc c'est juste de faire un bon équilibre de tout ça. Nous on prévoit, comme je vous disais, un 60-40.
Bon, là, il faut que je sois totalement transparent avec nous. Nous, il y a dans le 60% camping 3 services, on a la chance, l'opportunité, puis je profite de la plateforme pour les remercier, mais entre autres les campings Thousand Trail aux États-Unis, qui ont accepté de nous d'embarquer avec nous dans l'aventure. Donc, lorsqu'on ira dans un camping Thousand Trail, ben, ça sera sur le bras de la compagnie. Bref, bien entendu, on va leur faire de la visibilité dans les vidéos, dans les articles, on va parler d'eux. Toujours de façon extrêmement transparente, mais eux, c'est un gagnant-gagnant. Donc, on les remercie d'avoir osé embarquer avec nous là-dedans. Il y a d'autres campings aussi qu'on va vous faire visiter un petit peu partout au Canada, mais c'est au niveau hébergement ce qu'on prévoit. Au niveau éducation à domicile, maintenant, rapidement, c'est un sujet qui est souvent un peu sensible, parce qu'il y a des défenseurs du système public où il y a seuls les professeurs peuvent éduquer les enfants. Il y a d'autres gens qui tripent, excusez le terme, mais qui tripent totalement à l'idée de dire on peut faire l'éducation à domicile. Sachez que c'est tout à fait légal de le faire, donc il n'y a absolument aucune illégalité là-dedans. Il faut simplement donner une éducation à notre enfant. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On a un programme éducatif qui est en place. Vous devez travailler en collaboration avec une commission scolaire qui va vous encadrer. Moi, je vous dirais, choisissez si vous êtes capable votre commission scolaire. Il y a des commissions scolaires qui sont un petit peu réfractaires à ça, puis il y a des commissions scolaires comme celle de Montréal qui sont très ouvertes et qui sont habituées de travailler dans un contexte comme ça. Donc, assurez-vous de voir de quelle façon vous pouvez vous faciliter la vie. Mais l'éducation à domicile va être une façon pour nous d'intégrer aussi Zach dans beaucoup d'activités manuelles. On se rend compte là, avec lui que de l'asseoir puis de faire des activités très, très, très strictes, on a un petit peu plus de difficulté avec Zachary pour faire ça. Donc, de l'amener à calculer que 2 cocottes de pain plus 2 cocottes de pain est égal à 4 va faire exactement la même chose que le chiffre 2 plus le chiffre 2 sur une feuille, puis il faut qu'il écrive 4 à côté. L'objectif, le résultat va être le même. La démarche va être un petit peu plus orientée sur le jeu, sur le toucher, sur la découverte par la connaissance. La connaissance par la découverte plutôt. Mais on va vous donner des conseils. On va vous parler de ça sur le blog, les vidéos. Isabelle veut aussi vous faire des articles sur les techniques qu'elle a utilisées, qu'est-ce qui a fonctionné. Donc, même si vous ne faites pas nécessairement l'éducation à domicile, on partagera des conseils pour peut-être intégrer les acquis qui ont été faits à l'école dans votre quotidien ou dans vos prochaines vacances de camping. Donc, ça, on va vous parler de ça aussi. On va vous parler aussi sur le blog de technologie. Je suis un geek et je suis tellement content parce qu'aujourd'hui, on est en 2017, mais les geeks sont à la mode, les geeks sont hot. Moi, quand j'étais au secondaire, les geeks c'était mauvais. Là, maintenant, je suis rendu hot. Fait que ça, je suis content, j'en profite. Mais je vais vous parler de technologie parce que moi, ça me fait triper ce que la technologie peut nous permettre de faire. Regardez, il y a 10 ans, 20 ans, de dire on part sur les routes travailler à distance, ça a été à la limite quasi impensable. Aujourd'hui, la technologie étant ce qu'elle est, elle nous permet de faire ça. Donc, c'est incroyable. Mais on va regarder ensemble le Wi-Fi. Tu sais, le pire racket dans le monde des campings en ce moment, c'est le Wi-Fi. Pour avoir expérimenté, on vous annonce qu'il y a du Wi-Fi, on vous dit que le Wi-Fi est gratuit, on le met en gros sur la publicité, mais quand tu arrives là, la moitié du temps, le Wi-Fi ne fonctionne pas. Est-ce que c'est volontaire? J'en suis convaincu que non. Mais en même temps, les infrastructures sont pas là, la qualité de la connexion est pas là. On peut pas être dans une région éloignée, se mettre sur une connexion basse vitesse ou très intermédiaire qui appelle, puis penser partager ça à 60 personnes sur un camping puis que ça fonctionne. La connaissance n'est pas là. Donc, quel camping offre du bon service? Quel camping offre peut-être un moins bon service? Il y a aussi, par contre, une question de responsabilité. Hein. Souvent, moi, un camping, on a fait un tour de chaude cet été dans les Maritimes. Tu arrives au camping, puis tu as 18 enfants assis sur les tables à pique-nique dehors avec des tablettes en train d'écouter des vidéos sur YouTube. Ben là, il y a une question de savoir-faire et de savoir-vivre aussi, que peut-être que l'Internet, il faut savoir le partager et qu'on devrait peut-être se contenter de faire quelques courriels, peut-être un FaceTime avec grand-maman une fois de temps en temps. Donc, c'est tout un équilibre, mais on va vous faire un tableau. Isabelle veut vous faire un tableau de chaque camping, la qualité de l'Internet, c'était comment, etc. Parce que si vous êtes sur la route à temps plein, puis que vous avez besoin de l'Internet pour travailler, ben, si vous choisissez un camping pour l'Internet, puis que vous arrivez là, vous ne l'avez pas, c'est un peu décevant.
Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un Wi-Fi booster ou pas sur son VR? On va vous le tester pour vous. Les réseaux cellulaires, parce que quand il n'y a plus d'Internet, où est-ce qu'on se rabat? C'est sur notre cellulaire. Au Canada, ça coûte une fortune. Quel réseau est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus performant? Aux États-Unis, maintenant, ils ont réintroduit depuis peu des forfaits illimités. Super intéressant pour des gens qui sont full-timers, qui vivent à temps plein dans leur VR, parce que là, tu n'as plus besoin de trop t'inquiéter sur la connexion Internet. Tu as du Wi-Fi illimité sur la 4G, mais c'est quoi la pogne? On va vous partager des articles comme ça. Donc, on va tout vous parler de ça sur le blog. En conclusion, je vous ai parlé aujourd'hui de plein de trucs. Un millimélo d'aspects logistiques, d'aspects un peu plus techniques, quel type de VR on va acheter, les assurances, le psychologique aussi de partir à l'aventure. On avait 1 heure, puis j'ai débordé un petit peu. Là, on avait 1 heure ensemble pour parler de tous ces éléments-là. Moi, ce que je vous dis à la base, faites vos recherches. Tout est possible. On n'est pas les premiers qui le faisons. On ne sera pas les derniers qui l'ont fait. Il y a plein de gens qui ont tenu des blogs. Vous allez pouvoir aller chercher plein d'infos. Nous, d'ailleurs, comme je l'ai dit, on va avoir notre blog, unefamillemeslaventure.com. Vous allez pouvoir suivre aller chercher des informations, des trucs, des conseils. On va vous parler aussi des destinations qu'on a fait. Donc, tout va être là. Moi, je vous dirais également, oser. Hein, je vous parlais un petit peu au début de la conférence de réaliser ses rêves, pas vivre la vie qu'on veut nous imposer, etc. Donnez-vous simplement le droit d'oser rêver, mais surtout c'est de passer à l'action. Hein. Si on fait juste rêver pour rêver, on est assis dans notre salon, puis tu sais mon amour, ça serait le fun de le faire. Oui, ben donnez-vous les outils, donnez-vous les moyens. Il y a souvent des gens qui nous envoient des courriels puis qui nous disent ah ben là moi je peux pas parce que je travaille dans une usine. Je suis tout à fait d'accord. J'ai le privilège d'avoir un emploi qui me permet de le faire et de partir comme ça. Ceci dit, qu'est-ce que vous pouvez faire à court, moyen, long terme pour vous permettre de le faire? Pouvez-vous économiser de l'argent pour vous permettre de partir 1 an? Vous n'êtes pas nécessairement obligé de partir 3 ans. Est-ce qu'il y a une petite business que vous pouvez développer on the side pendant quelques années qui, elle, va ensuite vous permettre de le faire? La réalité, c'est que si vous ne faites rien aujourd'hui, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez être au même point que où est-ce que là, vous dites que vous ne pouvez pas le faire. Mettez en place des outils, mettez en place des actions qui vont vous amener à réaliser un rêve. Puis n'hésitez pas à nous envoyer des courriels si vous voulez. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous, réseaux sociaux, etc. Vous donner des conseils. Nous, c'est notre trip là-dedans, c'est de vous partager puis de permettre à d'autres familles de faire aussi le saut dans l'aventure. Je ne voudrais pas terminer la webconférence qu'on a aujourd'hui pour remercier un partenaire qui est majeur pour nous, qui est essentiel, qui est la FQCC. Je vous en ai parlé dans la conférence. Mais ils ont été assez fous d'embarquer dans l'aventure avec nous. Comprenez bien que la FQCC ne nous fait pas un chèque à tous les mois pour dire vous partez en voyage. C'est pas du tout la nature de notre collaboration. C'est de l'échange de contenu, échange de visibilité. On s'entraide finalement. Mais ça permet aussi de mettre en lumière d'autres choses, d'autres éléments différents que partir une fin de semaine dans un camping ou faire du snowbird. Il y a aussi d'autres éléments. Et c'est du gagnant-gagnant pour eux, mais je tiens sincèrement à les remercier parce qu'ils ont osé le faire. Puis aujourd'hui, ben, c'est un partenaire de choix pour nous. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à la Semaine québécoise du camping. C'est un plaisir pour nous d'être ici durant cette semaine-là puis de vous partager cette expérience, notre projet finalement, puis un petit peu le fruit de nos recherches. C'est en toute humilité qu'on le fait, mais ça nous fait plaisir. En terminant, ben écoutez, je vous en ai parlé un petit peu, mais n'hésitez pas à embarquer avec nous. Hein, on a notre site web, unefamillemeslaventure.com, on a une chaîne YouTube où est-ce qu'on vous partage des vidéos de notre quotidien, un petit peu sur le thème du vlog, mais également on va vous faire découvrir les destinations qu'on va faire. Et on le fait dans une approche un peu... on se prend au sérieux, mais on n'est pas sérieux non plus dans les vidéos, mais c'est vraiment rigoureux. Si on vous parle d'une destination, c'est parce qu'on a aimé cette destination-là. Même si la destination nous a reçus gratuitement ou pas, puis si on n'a pas aimé ça, on va vous le dire. Si on a aimé ça, on va vous le dire. On va être extrêmement transparent. Mais ce qu'on veut, c'est que vous donnez des idées finalement pour vos prochaines destinations. Donc c'est ça que vous allez avoir dans les vidéos. Facebook, Instagram également. Je vous invite à cliquer sur les différents liens que vous avez à votre disposition pour aller voir ça. Je termine en vous disant ceci. Le plus grand regret que les gens ont sur leur lit de mort, c'est d'avoir vécu selon le regard des autres et pas pour eux-mêmes. Vous avez une seule vie à vivre. La vie, elle est courte. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est profitez-en à fond. Allez-y all-in.
parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui va arriver demain, aussi bien en profiter maintenant. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi et avec nous ce midi, et on se dit tout simplement à la prochaine.